Alors Mathieu, expliquez-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que j'ai vu La Nonne 2, je regrette de ne pas avoir fait ma première communion et je passe mon temps à boire du vin. Enfin, j'ai vraiment un problème, quoi. Ouais. Renvoyez cette chose en enfer. Salut à tous, c'est Mathieu et je suis avec Judith. Et aujourd'hui, on va vous parler de La Nonne 2 qu'on a vu il y a quelques jours. Pas en projection parce qu'on n'a pas été invité. Je pense qu'ils ont un peu anticipé ce qu'on allait en dire. Et on va aussi parler plus globalement de l'univers Conjuring parce que c'est pas si intéressant de parler de La Nonne 2 en soi, même si on va un peu le faire. De ce qu'on en pense et surtout de pourquoi c'est un peu parti en steak dernièrement, on va dire. Donc on va commencer quand même avec notre avis sur La Nonne. Qu'as-tu pensé de La Nonne 2 qui est La Malédiction de Sainte-Lucie? Eh bien, La Malédiction de Sainte-Lucie, je trouve que, pour moi, il est passé direct au top 1 des pires films Conjuring. On en reparlera, mais le Conjuringverse, moi, je suis vraiment plutôt très cliente de ces films et je pense que c'est une saga avec laquelle je suis assez complaisante et patiente, on va dire. Mais faut pas pousser quand même. Et malgré les quelques navets que le Conjuringverse a pu nous proposer ces dernières années, pour moi, La Nonne 2, là, c'est vraiment le pire du pire du pire. Je trouve que rien ne fonctionne en termes d'écriture déjà. Alors, on va peut-être pas tout dévoiler, mais il y a notamment un final, je pense, qui reste particulièrement en travers de la gorge, qui confine vraiment au ridicule le plus total. Le final qui dure 45 minutes et qui ne s'arrête pas pendant 45 minutes. Absolument. Il y a aussi de très gros problèmes de mise en scène et de montage. Alors c'est marrant parce que justement on en parlait avant de voir le film où moi je te disais qu'il y avait plein de séquences dont j'aimais l'idée dans le Conjuringverse et toi tu me disais oui mais le problème c'est que les idées sont bonnes mais que la réalisation ne fonctionne pas. Et effectivement, et ce film en fait particulièrement la démonstration. Je pense notamment, juste pour donner des exemples un peu vagues sans trop en dévoiler, mais le moment où la cloche tombe par exemple, c'est une action qui doit être choquante et faire un bruit fou et stupéfier les personnages. Et en fait, la séquence est tellement cut qu'en fait, on ne comprend jamais comment l'action se déroule et l'impact est sans cesse dilué dans ces espèces de multiplication de plans qui ne fonctionnent finalement plus du tout. Et tout est comme ça, pareil pour une scène de course-poursuite où en fait le temps se dilate pour essayer de nous faire croire que quelque chose de beaucoup plus rapide que la victime court moins vite qu'elle ou ce genre de choses. Et en fait, absolument rien ne fonctionne et je pense aussi au décor qui est particulièrement frustrant parce qu'on est dans ce cadre assez classique de film d'horreur d'un pensionnat de jeunes filles avec un cloître, des chambres anciennes, tout ça, enfin vraiment tout pour faire peur et tout pour faire un super décor à utiliser. Et on doit voir environ une chambre et un couloir, quoi. Et une cage d'escalier. Ouais, grosso modo, c'est ça. Ah non, c'est... Voilà. Ouais, non, mais de toute façon, on n'a pas créé le dispositif débat pour mettre des opinions différentes sur ce film, hein, parce que je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vrai que, peut-être moins toi, mais on est quand même rentré dans la salle un peu à reculons en se disant, bon, ça va peut-être être pas terrible, mais il peut y avoir des trucs rigolos, parce que moi aussi, je suis d'accord pour dire que des fois, il y a quelques scènes amusantes, même dans les films que j'aime pas, il y en a beaucoup plus du Conjuringverse. Mais là, franchement, il n'y a rien à sauver, c'est catastrophique, ça n'a aucun sens, c'est hideux, parce qu'il change de décor, mais comme tu dis, on se retrouve toujours au même endroit. La photo est dégueulasse. Et oui, en fait, j'ai l'impression qu'ils n'essayent même plus de faire croire qu'on est sur du cinéma d'horreur parce que la mise en scène, il pousse parfois à des codes d'action, quoi. C'est vraiment... on va te surdécouper une poursuite, n'importe quoi, alors que le concept même du cinéma d'épouvante, et franchement, il faut pas avoir fait un bac plus 5 démonologie pour le savoir, c'est si ça avance vers toi au ralenti, tu découpes pas ça en 5 plans, tu le laisses aller vers toi. Enfin, et je pense que eux le savent aussi et qu'on est vraiment dans une logique industrielle qui tape un peu sur le système au bout d'un moment, quoi. Et justement, en parlant de logique industrielle, moi je trouve qu'il y a une séquence qui est déjà très révélatrice dès le début, c'est la séquence d'intro. Parce que même dans les films d'horreur qui se cassent la figure au fur et à mesure, en général, la séquence d'intro, elle est bien polissée, elle est bien pensée, ça te met dedans, etc. Et là, rien que dans celle-ci, vraiment tu te dis ok, on part déjà sur cet énorme cliché qu'on connaît par cœur, il est encore une fois réutilisé, il est mal utilisé, mal mis en scène, donc déjà ça fonctionne pas, on se dit bon... Ok, si même la séquence d'intro il la rate, ça part vraiment très mal. Ce que tu disais sur le fait qu'il laisse pas le temps s'installer quand on est censé faire peur et que les choses sont surdécoupées, ça fait vraiment penser au fait que en fait, la caméra détourne sans cesse le regard parce que c'est le principe du film d'horreur. En fait, le montage, dès que tu montes, dès que tu coupes, c'est une manière de détourner le regard au cinéma d'une manière ou d'une autre. Et justement, c'est tout l'intérêt des films d'horreur de ne pas le faire pour justement te mettre pour te rendre prisonnier de l'image qui arrive vers toi. Et c'est ça qui fait peur. Et là, en fait, on est tout le temps en train de déjouer la peur, précisément
précisément dans un film qui n'a pour but que de faire peur, parce que évidemment que par ailleurs, c'est pas l'histoire ou les personnages qui vont suffire à eux-mêmes. Donc on est vraiment là pour la sensation de peur, et elle est constamment déjouée. Donc vraiment, à quoi sert ce film ? À quoi sert cette espèce de bouillie finale ? C'est impossible à dire. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Je pense que je suis moins... je le mettrai pas en tout dernier comme toi. Enfin, on a fait un genre de petit sondage pour savoir où on le mettra dans notre inévitable classement en dossier qu'on va faire sur le site. Contrairement à toi et à Geoffrey qui était avec nous à la projection, je pense que La Malédiction de la Dame Blanche, je trouve ça encore pire parce que ça incarne une autre facette de ce cinéma d'épouvante que je déteste, qui est pas le côté insipide qui ne sert à rien, comme tu l'as dit, de la Nun 2, mais le côté ça t'attaque physiquement. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'en as marre du 18e jumpscare à la suite, même pas essayer d'introduire un minimum vraiment dans ta gueule non-stop. Vraiment, c'était chaque contre-champ, il y a un démon en arrière-plan qui saute sur un gamin, et au bout d'un moment, t'es en mode, mais arrêtez, je veux juste rentrer chez moi. Arrêtez. Donc voilà, mais bon, c'est juste une question d'appréhension de la douleur, hein. Après tout, on n'est pas tous sensibles aux mêmes tortures. Voilà. C'est-à-dire que dans la Nun 2, je trouve qu'il y a un peu ça aussi, parce que du coup, ce qui fonctionnait, on en reparlera, mais ce qui fonctionnait très bien, moi je trouve, par exemple, dans Conjuring 2, c'est ces apparitions de la nonne qui est genre au bout d'un couloir avec sa sale gueule, ouais, genre comme ça et tout. Et là, c'est pareil, dans la moitié des plans, on nous la met au bout d'un couloir ou derrière un mur où elle est comme ça, elle nous regarde. Et en fait, on est censé nous faire croire que maintenant, sa seule apparence doit suffire à nous terrifier, ce qui est vraiment plus le cas, parce que c'est galvaudé de ouf. Voilà, c'était tout le concept de la mettre au début de Conjuring 2, et ça fonctionnait sur les 10 minutes où elle est, mais si tu mets ça sur 2 films de 1h30, bah... C'est absolument plus possible, ouais. Et justement, ce que tu disais sur les jumpscares, le fait que ce soit long, là, c'est pareil, je trouve qu'au bout d'un moment, ça patine et qu'il y a je sais pas combien de fins, et c'est pareil, c'était un peu épuisant, quoi, celui-là. Mais bref, je suis d'accord, hein, La Malédiction de la Dame Blanche, c'est absolument catastrophique aussi. Donc là, je pense que ce qui fait gagner entre guillemets la Nun 2 pour moi, vraiment au titre du pire film du Conjuringverse, c'est vraiment ce côté mystique dont, encore une fois, je ne vais pas révéler les tenants et les aboutissants, qui pour moi est vraiment beaucoup trop too much. Effectivement, bon, côté mystique est quand même assez caractéristique de la franchise en général. On peut y arriver. Donc on est quand même plutôt d'accord pour dire que Conjuring au début c'était quand même vachement bien. Ouais, de ouf. Voilà, moi j'adore le premier Conjuring en toute sincérité. De toute façon, bon, voilà, très client de ce que fait James Wan, qui a certes un côté un petit malin. C'est sûr qu'il lance des trucs et il est bien content d'ensuite pouvoir partir faire autre chose et de continuer à amasser les fruits de ce qu'il a lancé, même si c'est pas aussi bien. Mais force est de reconnaître que c'est vraiment un peu un vrai petit bijou de classicisme, d'épouvante, qui a vraiment les bonnes références et qui sait bien les utiliser. Voilà, moi je l'ai vu à l'époque, ça m'a foutu la putain de trouille, j'ai pas honte de le dire. Voilà. Ouais, non, carrément. Et autant Conjuring, moi il y a un aspect que je peux un petit peu regretter, à part évidemment que ça se repose sur un certain nombre de clichés, de genre les oiseaux qui s'écrasent contre la maison en masse, le chien qui meurt pour annoncer un petit peu la chose, ce genre de choses. Et surtout l'exorcisme à la fin. Moi, les exorcismes, ça me fait toujours un peu... Enfin, ça me saoule très souvent. Je suis d'accord pour dire que c'est la partie la moins réussie du film, parce qu'il y a peu de films d'exorcisme qui marche bien. Voilà. Là aussi. Et en même temps, l'intelligence du truc, c'est de beaucoup contrebalancer avec justement les fantômes qui sont victimes du démon qui possède la mère de famille et qui du coup interviennent à la fin et qui contrebalancent pas mal, qui évitent qu'on s'ennuie trop. Mais justement, parce qu'on parlait du montage sur la Nun 2, moi je trouve que dans le premier Conjuring, il y a une vraie leçon de montage et vraiment... le montage va chercher de nouvelles manières en fait un petit peu d'effrayer et moi j'adore ça. Je pense notamment franchement à ma séquence préférée où on a d'abord Ed et Lorraine Warren qui sont près du lac. Et on voit que Lorraine a une vision, mais on voit pas ce qu'elle voit près de l'arbre. Et ensuite, mais dans la séquence d'après, ça arrive quelques secondes, quelques minutes après, elle raconte ce qu'elle a vu. Et là, en flashback, on a l'image de genre, elle a vu en fait le fantôme de Bathsheba ou je sais pas quoi qui est pendu à l'arbre. Et en fait, cette espèce de manière de d'abord pas montrer, pour montrer ensuite à rebours, mais du coup en incluant déjà l'image dans le récit qu'elle fait de cette vision et de tout ce qu'il y a d'horrible autour. Je sais pas, moi j'avais trouvé ça tellement efficace comme manière de faire et tellement intelligent comme technique de montage. Et jamais on retrouve ce genre de choses par la suite. Ouais, absolument. Je pense qu'au-delà de ça, il y a surtout une maîtrise du rythme chez Wan, qui est en fait quelque chose qui n'est pas du tout retenu par les gens qui essayent de copier son style. C'est-à-dire que ce qui marche vraiment, je trouve, dans le premier Conjuring et dans la première partie du 2 notamment, c'est qu'il fait vraiment des scènes hyper longues pour un film grand public, entre guillemets, voilà, distribué par une majeure et compagnie. Et vraiment, il y a la fameuse scène où elle descend dans la cave avec l'allumette, etc. Et qui est terrifiante parce que il prend vraiment le temps de te mettre dedans et il n'y a pas cette politique du payoff, tu sais, il l'a déjà un peu, mais tu sens qu'il la contourne, il n'y a pas cette obligation de
Enfin, je veux dire, sur les derniers, on a vraiment l'impression que la scène doit durer 3 minutes, que ça doit commencer comme ça, que ça doit terminer comme ça. Et lui, il fait vraiment traverser tout le truc pour que tu prennes la petite frousse à la fin, ça a toujours été sa marque de fabrique. Mais franchement, ouais, et il arrive surtout à enchaîner ces séquences-là avec des séquences beaucoup plus rapides, de manière à te perdre un peu dans les différentes manières de te foutre la trouille dans le film, et vraiment de pas savoir justement dans quel carcan horrifique tu te trouves, parce qu'ils sont là. Lui, c'est quelqu'un de très inspiré par Poltergeist, évidemment, énorme référence, c'est sûr, mais tu sais pas dans lequel de ces carcans tu te situes en fait. Et ça fonctionne vraiment, t'es perdu, il te perd dans son film, alors que dans ceux qu'il y a eu après, et qui je trouve aussi un peu un défaut de la deuxième partie de Conjuring 2, que j'aime plutôt bien en demeurant quand même, qu'au bout d'un moment tu commences à voir les rails. Tu vois, voilà. Oui, non, bien sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de perdre le spectateur, parce que vraiment il le fait physiquement dans ces séquences aussi, et d'ailleurs il le fait dans Insidious aussi, où vraiment ça fait partie de son style de nous balader à travers la maison et de choisir des séquences en fait où il te fait vraiment visiter cette espèce de labyrinthe qui va pervertir par la suite. Et dans Conjuring, il y a justement cette idée du jeu qu'elles font entre elles, du cache-clap, là où je sais plus comment c'est traduit, où donc les petites filles se cachent dans la maison et l'une des sœurs ou la mère les cherche avec un bandeau sur les yeux, et les petites filles à intervalles réguliers se situent en tapant dans leurs mains. Et évidemment, au bout d'un moment, ce sera plus les petites filles qui tapent dans leurs mains. Et en fait, c'est vraiment une manière, comme tu dis, d'étendre le temps et de faire des séquences qui durent longtemps et où le suspense monte, et où on va du coup créer la peur avec juste l'environnement qu'on filme en l'explorant, mais en ayant les yeux bandés. Enfin, en tout cas, c'est d'une simplicité folle comme concept, et en même temps, ça marche tellement bien. Et pourtant, pas la peine d'en faire des caisses, parce que c'est pareil, ces scènes-là, elles se terminent pas avec tellement plus finalement que juste des mains qui clapent et qui ne sont pas celles des petites filles. Et en fait, la montée de la chose suffit à rendre ça terrifiant, et pas besoin de surenchère et de mettre des démons derrière toutes les portes, quoi. Effectivement. Mais pourtant, je trouve qu'il y a quand même une générosité qu'il y a dans ces films à lui, qu'il n'y a pas eu dans la suite, notamment aussi dans la façon dont on ne fait pas rebaisser la tension. Et encore une fois, c'est un truc que je trouve on voit pas mal au début du deuxième Conjuring, qui est cette idée que dans l'épouvante très codifiée aujourd'hui, tu as la scène d'épouvante avec le payoff, donc la plupart du temps le jumpscare, et ensuite c'est ce plan sur le lendemain matin, la lumière qui filtre à travers la porte, et tout le monde se lève en disant oh là là, hier on a eu peur, tu vois. Et je trouve que dans une bonne partie de Conjuring et au début de Conjuring 2, il arrive à se jouer de ça, c'est-à-dire que t'as le payoff, parce que ça a toujours été quelque chose qu'il a mis et duquel il s'est joué un peu, mais ensuite on embraye sur une autre scène d'épouvante, et au point de ne pas te donner de répit. Il y a aucun moment où tu dis « Ah, c'est bon, je peux souffler », parce que vraiment, ces fameux inserts sur la lumière qui filtre à travers la fenêtre, c'est vraiment un peu pour te donner le rythme un peu du film et te faire souffler. Et lui, ça lui arrive de te refuser ça, en fait. Et il y a vraiment un jeu un peu sadique qui se crée avec le spectateur, que moi, j'aime beaucoup, parce que je suis un peu maso. Je suis d'accord, et pour le coup, j'aurais d'autres choses à dire sur Conjuring 2 que j'adore, en tout cas que j'aime beaucoup aussi. Mais ce que tu dis sur le fait de ne pas avoir de répit, moi c'est vraiment quelque chose que le Annabelle 2 m'a beaucoup procuré aussi. Et malgré ses imperfections, c'est un film que j'aime vraiment bien, que je trouve très efficace en tout cas en termes d'épouvante. Et je me rappelle au cinéma avoir vraiment eu cette sensation de ne jamais pouvoir respirer, en fait d'avoir constamment peur et de ressortir du film épuisé. Et voilà, encore une fois, le film a beau ne pas être parfait et se dire ok, il y a plein de choses qui fonctionnent moyennement, machin. Toujours est-il que en fait, il te laisse pas tranquille, quoi. Et c'est quelque chose que Hollywood ose rarement faire. Ouais, finalement, Annabelle 2, qui je pense est peut-être outre les Conjuring 1 et 2, on va pas parler du 3, qui est peut-être le film le plus intéressant, on va dire, le meilleur de tous les spin-offs, parce qu'il y en a eu un paquet, donc 3 Annabelle et 2 nonnes maintenant, et La Malédiction de la Dame Blanche, qui à l'origine n'était pas un film du Conjuring, mais qui s'est retrouvé dans l'univers Conjuring. Parce que Molly. Parce qu'il manquait d'un nanar encore. Voilà, ils se sont dit on commence à tourner avec 3 franchises, ça commence à faire un peu, ça commence à se voir. Et oui, je pense que le 2 est le des Annabelle est le plus intéressant. Encore une fois, mine de rien, il y a quelqu'un derrière qui a l'habitude de jouer un peu des codes classiques hollywoodiens du cinéma d'épouvante, donc David F. Sandberg, qui avait réalisé Dans le noir, tiré d'un court-métrage qui est devenu... Alors moi, j'ai pas vu le long, je confesse, j'avoue. Reste sur le court, qui est infiniment meilleur. Ouais, le long n'est pas mauvais, mais le court-métrage est vraiment exceptionnel, et le long, en fait, n'exploite vraiment pas ce qu'il y avait de plus effrayant dans le court. J'avoue que le court m'avait un peu saoulé, parce qu'à une époque, je faisais pas mal de compilations de court-métrages dans les festivals. Il y a une époque, je pense que ce court, je l'ai vu 4 fois en
salle. Et vu que c'est juste un gros jumpscare, Ouais. au bout d'un moment t'en as marre quoi. Ouais, oui. Mais Ok. bon, non mais je suis d'accord pour dire qu'il est très efficace. Mais oui, du coup, Annabelle 2 qui, pour le coup, il y a quelque chose qu'on reproche souvent à la saga et qui lui ne fait pas, c'est-à-dire qu'il change un peu de décor. Oui. Voilà, il y a un vrai soin qui est apporté à l'environnement, à où est-ce qu'on est, et il joue un peu de ça de façon assez amusante par moment, je trouve. Oui, après, il y a ce côté un petit peu surenchère, de genre, donc on est dans cette espèce de maison de campagne, il y a un puits dehors, il y a un mont de charge. En fait, c'est comme souvent les films du Conjuringverse, il y a les 20 premières minutes du film qui servent à placer tous les fusils de Tchekhov, où on fait un peu le tour de la maison, on va dire, bon, alors ça va servir plus tard, ça va faire peur de telle manière, ce genre de choses. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, mais bon, là, c'est vrai que c'est très, très appuyé, parce que donc les filles arrivent dans la maison, elles visitent tout, et elles s'arrêtent vraiment sur tous les objets qui feront peur ensuite. Dès que tu vois un crucifix, tu dis ah celui-là va se retourner. Et en même temps, je trouve que c'est assez malin cette manière de dire bon, alors ça, on sait que ça va faire peur, mais on ne sait pas exactement comment. Et quand la scène arrive, il y a un côté à la fois t'es terrifié, en même temps c'est tellement satisfaisant. Enfin, j'aime bien cette formule assumée. Et donc là, dans celui-ci, il y a vraiment un côté surenchère de genre les scènes sont un peu tirées par les cheveux, enfin dans la grange avec l'épouvantail et tout. Et en même temps, c'est tellement inventif et tellement généreux que je trouve le film mal équilibré, mais en même temps tellement généreux dans sa manière de faire peur que ouais, il m'est vraiment très sympathique. Pardon. Oui, mais et finalement, est-ce que c'est pas un peu un soulagement parce que déjà à l'époque ça commençait à patiner avec, alors c'est là qu'on n'est pas d'accord, le premier Annabelle, Oui. notamment parce que Annabelle 2 est quand même le 4e film de l'univers Conjuring derrière, donc Conjuring, Annabelle, Conjuring 2, qui selon moi est un très bon film, un énorme dérapage, un film sympatoche et une petite, Annabelle 2 qui est effectivement une petite bouffée d'espoir on va dire. Mais Annabelle, énorme problème que j'ai avec ce truc, et qui pour moi est le problème inhérent des spin-offs de Conjuring, c'est que en fait c'est des monstres, enfin des entités qui ne sont que des images. Annabelle, la nonne, c'est des images, genre c'est littéralement l'image de la poupée, l'image de la nonne qui est flippante, que tu vas mettre sur une affiche, ça va être flippant, pas de problème. Mais en fait, à partir du moment où t'en fais un film, et pas seulement une intro, parce que l'intro de Conjuring est excellente, l'intro de Conjuring 2 est excellente aussi, mais bon, dans l'intro c'est facile, ils sont là pendant 10 minutes. Mais quand tu veux en faire un film de 1h30, et dans certains cas 3 films, et il faut leur donner du background, et pour les scénaristes du Conjuringverse, donner du background, c'est-à-dire créer un énième démon tiré de je sais pas quel culte païen, ne pas du tout respecter d'ailleurs le dit culte païen, hein, parce que par exemple Valak là dans la nonne ça n'a rien à voir en fait quand tu vas voir un peu qui elle est en vrai, et en faire un truc hyper générique de en fait c'est un démon, il veut posséder je sais pas quel gosse, et pour aucune raison, et il peut prendre toutes les formes, enfin c'est vraiment ses pouvoirs sont illimité, c'est juste un prétexte en fait à aligner les scènes d'angoisse, les scénettes d'angoisse et à les relier vaguement ensemble, au point que dans Annabelle pour moi il y a quelque chose qui vire presque à la parodie, parce que la poupée en elle-même ne fait rien, c'est juste des longs travelling avant sur sa tronche, mais au bout d'un moment ça en devient ridicule, et ce qui crée l'angoisse, c'est un énième démon mais complètement anonyme, complètement générique, qui est dans les autres scènes, et je trouve que c'est vraiment un coup marketing de génie, mais vraiment c'est une je veux dire théoriquement c'est totalement catastrophique, c'est-à-dire que oui ça marche bien d'un démo marketing de te mettre la poupée sur l'affiche et d'en faire un genre de phénomène culturel, sauf que le film en lui-même ne traite pas du tout de ce phénomène culturel. Et vraiment, on est sur l'arnaque, quoi. C'est de la publicité mensongère. Oui, alors oui, non, je comprends, je suis d'accord, et je suis pas là pour dire que Annabelle, de toute manière, est un excellent film, mais je trouve qu'il a des séquences suffisamment réussies, et c'est vrai que, alors il y en a 2 notamment que je note, il y a une apparition qui est rapide, où en fait, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans Annabelle aussi, c'est cette intro que je trouve, j'arrive pas à savoir si c'est bien pensé ou si c'est de mauvais goût, mais où en fait, ils font un parallèle avec du coup l'assassinat de Sharon Tate par la secte de Charles Manson, où en fait, le personnage principal, l'héroïne, entend parler de ça à la télé, et du coup, quelques séquences plus tard, elle va elle-même se faire attaquer et poignarder chez elle alors qu'elle est enceinte par des fanatiques. Bon, alors, je trouve que le parallèle est un peu lourd et de mauvais goût, et en même temps, je trouve ça intéressant comme manière de réutiliser de manière horrifique cette espèce d'emprise des sectes et des cultes. Et du coup, il y a un moment donné, plus tard dans le film, alors que donc cette espèce de fanatique qui a essayé de la poignarder chez elle est morte avec Annabelle dans les bras, et c'est là qu'on se dit que le démon que les fanatiques invoquaient s'est emparé de la poupée. Donc l'héroïne est seule chez elle, et à travers une pièce, elle voit une petite fille qu'on se dit être la fanatique qui est morte, et la petite fille court vers l'héroïne, et au moment où elle donne un coup dans la porte pour se frayer un passage, en fait tout à coup elle redevient adulte et la forme pleine de sang dans laquelle l'héroïne l'a connue. Je trouve que cette image est super saisissante et qu'elle était bien pensée, et j'aime aussi beaucoup la séquence qui se passe du coup
au parking, enfin au sous-sol, où l'héroïne n'arrive pas à faire remonter l'ascenseur, où à chaque fois que les portes s'ouvrent, ça se rouvre sur le même étage avec cette espèce de silhouette étrange au fond. Et quand elle se décide à prendre les escaliers, il y a ce moment où elle se retourne et tapis dans les escaliers, elle voit la silhouette du démon. Et c'est le moment où le film assume de faire pendant quelques secondes un silence complet. Et je trouve ce qui arrive beaucoup trop rarement et ce que je trouve très saisissant et très réussi. Donc c'est pas grand-chose, mais sachant que les décors fonctionnent à peu près, la photographie est plutôt jolie, je me dis bon, c'est pas tant que ça le bas du panier du Conjuringverse non plus quoi. Certes, le bas du panier, on peut en parler du coup. Oui. Alors à partir de quand tu penses que ça part vraiment en steak? Moi je planche plutôt pour... En vrai, en revoyant là, ça commence à la nonne. Hein. Le premier, c'est pas possible. Voilà. Oui, ouais, effectivement. Alors après, c'est vrai que moi j'aime bien Annabelle 3, j'aime plutôt bien Annabelle 3, quand même, malgré tout, je sais qu'on n'est pas d'accord. Mais oui, à partir du premier La Nonne, c'est vrai que c'est la première fois au cinéma où je me suis dit, là je peux plus racheter, là je peux plus défendre. Ouais. Là on arrive à un endroit où je pense qu'il y a 2 problèmes. Problème numéro 1, il y a des fois des bonnes idées qui ne sont jamais exploitées, mais c'est hallucinant. Et problème numéro 2, et là, je pense que ce problème-là commence plutôt à partir de La Dame Blanche, donc le film qui a après La Nonne, c'est que ça devient vraiment une usine, et les mecs, ils balancent un carcan sur le truc, et ils réfléchissent même plus à essayer de raconter quelque chose, en fait. Oui. Mais le coup de, il y a une bonne idée, et c'est mal exploité, c'est vraiment la maladie de la fin de la saga. Tu les prends dans l'ordre, pour moi, ça marche toujours. Genre, La Nonne, moi, franchement, j'y allais pas à reculons, parce que les bandes annonces laissaient deviner qu'il y aurait peut-être un cadre un peu gothique, tout, ça, qui franchement donnait envie. Oui, Voilà. de ouf. Sous-exploité à mort, c'est catastrophique. Annabelle 3, alors là, cas d'école, je veux dire, l'idée est géniale. Moi franchement, j'étais carrément à fond. Tu pousses un peu de côté justement le principe d'Annabelle qui commence à être un peu compliqué à mettre en scène pour balancer quelqu'un dans une maison hantée, très clairement, vraiment en mode fête foraine quoi, et balancer tous les démons que tu veux sur la tronche. Super, sauf que y a un moment il faut créer des démons un peu rigolos et catastrophiques du coup je trouve le résultat, hyper décevant en fait. Conjuring 3, alors là c'est vraiment pour moi le pire du pire. Non, le concept est dans le titre, la version originale c'est The Devil Made Me Do It et l'intérêt absolu de ce film c'est de raconter un procès où le mec prône la possession, c'est hyper intéressant et surtout enfin tu racontes quelque chose sur les Warren, le rapport avec l'Amérique, la religion dans la culture populaire etc. La vraie histoire est passionnante. L'histoire originale est hyper intéressante mais à la moitié du film il faut hop. On va pas se mettre à raconter des choses autres que des portes qui claquent. C'est reparti. Et littéralement, ils abandonnent le personnage. C'est hallucinant. Je trouve ça juste hallucinant. Surtout qu'en plus, dans celui-là, au bout d'un moment, on laisse tomber les moments de flip pour les remplacer par des flashbacks neuneux sur l'histoire d'amour des Warren. Et vraiment là, oh là là, la gênance. Oui, c'est là qu'il se transforme en genre de super-héros Marvel de la bondieuserie. C'est hallucinant. Oui. Voilà. Et voilà, c'est ça que je trouve incroyable avec ces derniers. C'est que, en fait, ils partent tous d'une bonne idée. Et à chaque fois, c'est une catastrophe parce que il y a plus personne qui a envie de réfléchir à quoi en faire derrière quoi. Ouais, c'est terrible. Mais alors par contre, je trouve que La Nonne, c'est pareil. Moi, j'ai vraiment eu ce moment, comme tu le disais, au cinéma, où vraiment j'ai senti une rupture dans la saga où je me suis dit, ok, là ça marche plus, là ça va trop loin. Et pourtant, c'est pareil, j'avais très envie de l'aimer. Cela dit, à la lumière de La Nonne 2, encore une fois, je le trouve pas si pire. Mais c'est vraiment terrible de devoir se référer à ce genre de critères. Donc, c'est pas pour autant que La Nonne est un bon film. Mais en termes de bonnes idées, parce que tu vois, malgré tout, effectivement, ce que tu disais sur le cadre gothique, en fait, moi, j'ai envie de voir des scènes de cimetière la nuit avec de la brume, des églises à moitié effondrées, avec des fantômes qui courent partout, ce genre de choses. Et en fait, j'ai envie de voir ça au cinéma. Et l'avantage du Conjuringverse, c'est qu'il me donne ce genre de choses à voir. Et alors, il ne le donne pas toujours bien, mais au moins, il essaye. Et dans La Nonne, je trouve qu'au début, il y a quand même de chouettes idées. L'intro est pas si mal réussie. La découverte du premier corps de la religieuse qui s'est pendue, c'est assez saisissant. Et surtout quand... donc là, je dévoile pas rien de trop important parce que c'est vers le début du film, mais quand le Frenchie, là, il amène les héros, donc la nonne et le prêtre qui est avec elle, justement dans le sous-sol où il a mis le corps de cette religieuse qui s'est pendue, et qu'en fait, là, juste, on a cette espèce de cadre un peu large, complètement sombre, et qu'on voit dans un coin de l'écran, en fait, que le corps de la nonne, il est toujours dans son suaire, mais que simplement, il est assis. Il bouge pas, mais il est assis, et il dit qu'il l'a pas laissé dans cette position. C'est 3 fois rien, mais c'est tellement saisissant. Et là, à ce moment-là, tu vois, ça fonctionne encore. Et il y a quelques bonnes idées comme ça, ne serait-ce que, tu sais, c'est un peu facile, mais les cloches reliées au cercueil qui font du bruit pendant la nuit, on se dit, bon, il y a quelqu'un d'encore vivant dans la tombe, ce genre de choses. C'est, tu vois, alors, je suis d'accord que la mise en scène ne le mène pas jusqu'au bout, mais la scène du cercueil, elle est bien. Enfin, elle est bien pensée, le concept est bien, et même si la réalisation est pas au top, on se dit, bon, je suis au moins contente d'avoir vu cette idée, quoi.
Je sais pas, moi à partir de là, j'ai vraiment l'impression d'avoir en fait une succession de scénettes générées par. Bon, c'est un peu cliché de dire générées par IA, c'est pas le cas, mais je veux dire générées par des gens qui pensent connaître une sorte de formule, un formulaire de l'épouvante, et tout le reste n'est que comment les relier entre elles en fait. C'est un peu comme les scènes d'action de Mission Impossible, sauf que c'est pas rigolo. Voilà, c'est assez dingue. Et non, franchement, moi, je trouve ça terrible, mais surtout, je trouve que ça commence vraiment à taper sur le système, parce que voilà, la Dame Blanche, pour moi, c'est un peu le sommet de ce truc-là. C'est au bout d'un moment, ça devient même éreintant physiquement. Enfin, c'est-à-dire que tu t'ennuies même plus, juste t'en as marre. Ouais. Parce que c'est vraiment, ça fait pas peur, c'est de la surprise dans ta gueule tout le temps. Enfin, c'est comme si on te foutait un coup de poing tous les 5 minutes et on te disait ah bah t'as vu, Oui. tu ressens les choses là, bah ouais. Non mais enfin, vraiment je trouve ça hyper relou et je trouve ça hallucinant que ça continue à fonctionner autant parce que La Nonne, le premier, c'est hallucinant. Ils ont fait 400 millions, je crois, peut-être un peu moins, mais c'est le plus gros succès de tout cet univers-là. Et c'est la preuve que ce côté une figure, justement, tu sais, c'est vraiment un truc marketing plus qu'autre chose, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a, je trouve, un truc qui est assez révélateur de ça. C'est qu'on dit la malédiction de la Dame Blanche, mais le film original, qui, rappelons-le encore une fois, ne devait pas à la base être dans le Conjuringverse, mais il était tellement codifié qu'ils se sont dit, bon, finalement, qu'est-ce que ça change et ben à la base, dans le titre original, c'est la Lyonara. Tu sais, c'est une légende mexicaine, je crois. Ouais. Llorona, putain, je vais y arriver. Bon, bref, la pleureuse, comme on dirait, comme on pourrait le traduire en français. Mais eux, ils ont choisi de franciser, on va dire, la légende et de relier ça à la Dame Blanche. Parce que, voilà, tes gosses, t'as forcément entendu parler de ce truc. Et c'est pourtant tellement pas la même chose en plus. Ça n'a rien à voir, mais en fait, ça marche. Enfin, ça marche. En fait, tu t'en fous parce que c'est interchangeable. Ça pourrait être n'importe quoi, ça aurait été la même chose, que ce soit la pleureuse, la Dame Blanche ou je sais pas, le précone, ce serait la même chose en fait. Ce serait les mêmes jumpscares, la même manière de faire de l'épouvante, la même histoire en fait, vraiment. Il n'y a rien qui changerait. Et c'est ça que je trouve dingue, c'est que je trouve que les démons du Conjuring, c'est un peu comme des genres de personnages de jeux vidéo et dont tu changerais le skin à chaque fois. Oui. Sauf qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même moveset, tu vois, c'est le même. Si t'as un personnage de jeu de baston, ce serait le même, mais juste un color swap, tu vois, vraiment, c'est la même chose. Et je trouve ça hallucinant qu'ils aient réussi à trouver cette formule, qu'ils s'y tiennent et que ça continue à fonctionner, parce que la Nonne 2 aussi, ça commence à bien marcher, donc... En fait, ce qui est intéressant quand tu parles justement de ces images qui fonctionnent quand on les utilise 2 minutes en intro des premiers Conjuring et que ça fonctionne plus quand on les exploite sur 1h30 sur les films consacrés, c'est qu'en fait, justement, sur ces derniers films, on n'en retient aucune image, justement, alors qu'au départ, c'est l'image même qui fonctionne. Et je vois, parce que donc on est passé un petit peu vite sur le Conjuring 2, ne serait-ce que le plan de la nonne, même avant la séquence qui est vraiment terrifiante du tableau dans le bureau de Ed Warren, il y a juste le plan, tu sais, où elle est au fond du couloir, et où elle tourne, je crois il me semble qu'elle tourne et qu'elle passe dans la pièce d'à côté, et c'est du coup la fille des Warren qui la voit. Rien que cette image, mais moi je pense qu'elle m'a empêché de dormir à elle toute seule un certain nombre de jours, tu vois. Alors que ça, ils le réemploient, ils le mettent 15 fois dans La Nonne 2, et ça fonctionne jamais. Et ils vont même juste, la perversité de la chose, ils vont même jusqu'à reprendre le plan lui-même, et à réussir à le replacer d'une manière complètement pétée dans le film, ça n'a aucune logique. Et en fait, c'est fou de réussir, de pas se rendre compte qu'en fait, on a perdu toute sensation, et qu'on n'est plus que dans la surface de l'image comme ça. Je suis tout à fait d'accord, et je trouve que du coup, il y a un truc qui se perd également, c'est le fait que la saga n'essaye même plus de raconter quelque chose. Je pense que c'est faux de dire que c'était pas le cas au début. Oui, pour moi, Wan a une vision très intéressante du paranormal, entre guillemets, de cette genre de frontière entre le folklore américain et le pur truc marketing et quelque chose auquel on a envie de croire, etc., qui je trouve fonctionne pas trop mal dans le premier, la façon dont il s'inspire de l'affaire, et pas inintéressante. Mais je trouve qu'à partir de Conjuring 3 pour moi est vraiment une rupture par rapport à ça. Les Warren deviennent des héros cathos, vraiment des chevaliers de l'apocalypse américains qui vont bouter Satan hors des frontières. C'est assez hallucinant. Enfin, dans La Nonne 2, il y a un personnage, au début, le personnage de Storm Red, là, qui en plus est une très bonne actrice, elle sert juste à, au début, faire j'ai un peu perdu la foi, je ne crois pas trop en Dieu. Pendant tout le film, elle reste en arrière-plan, et à la fin, elle fait moi finalement, j'ai retrouvé la foi. C'est vraiment. J'ai bien réfléchi. Non, mais on pourrait même les soupçonner d'un soupçon de prosélytisme à ce niveau-là, quoi. Il n'y a plus une idée de réfléchir sur ce qui est encore un petit peu dans le premier de La Nonne, je trouve, avec cette histoire des religieuses qui se relaient pour prier, sur ce que c'est que la foi, à quel point c'est un truc important pour les gens, etc., à vraiment une sorte de tout le monde doit se convertir
convertir parce que y a les démons, il y a les Warren qui sont dans la réalité de beaux escrocs, il faut le dire quand même. Ne jamais, parce que le mettre en scène, ok, mais ne vraiment jamais réfléchir à ça. Et Conjuring 3 avait une occasion en or de le faire et ils choisissent de faire exactement l'inverse, ce que je trouve assez dingue. D'autant qu'il faut quand même savoir que la saga vient à la base d'une discussion entre un producteur et Ed Warren lui-même. Donc eux-mêmes, de toute façon, ils ont créé un empire autour de leurs histoires et la saga en est une énorme partie. Et je trouve que le fait que les Wan réussissaient à réfléchir un peu à ça, et les films ont totalement arrêté de le faire, au point de se transformer en genre de Marvel de la bondieuserie, je trouve ça juste assez dingue et assez fou à une époque où on passe notre temps à dire que le cinéma américain d'horreur et tout, c'est que anticlérical et voilà, etc. Alors là, mon gars, c'est fou, quoi. Ah ouais, ça a pas été anticlérical longtemps, le cinéma d'horreur, de toute manière, je trouve. Enfin, en tout cas, les séries B à l'américaine. Et là, en fait, j'arrive pas à savoir exactement si c'est... tu vois, s'il y a un vrai prosélytisme, s'il y a une vraie conviction derrière ou pas, ou alors si c'est juste le vide total du scénario et de l'écriture qui conduit à se reposer sur l'acquis d'absolu qu'il y a dans la foi, dans la religion. Je sais pas, tu vois, est-ce que c'est par facilité ou est-ce que c'est par réelle conviction ? Je sais pas, moi je pense que l'arsenal technique de ce qu'on connaît de façon très schématique, évidemment, de la partie un peu démon de la religion catholique, il est surtout hyper pratique parce que tout le monde le connaît. Ouais. Et ça fait... Eux, ils cherchent juste des moules en fait maintenant, oui, c'est ça, et c'est un moule parfait. Je pense vraiment qu'il faut pas aller chercher plus loin que ça. Ouais. Et c'est justement le fait que personne n'aille chercher plus loin que ça le problème finalement. Oui, parce qu'en fait, je pense que même s'il y avait une vraie conviction religieuse derrière, la religion c'est toujours quelque chose de tellement compliqué qu'il y aurait quelque chose de passionnant à en faire sûrement, tu vois, de plus intéressant, qu'on soit d'accord ou pas, tu vois. Il y a des films religieux qui sont hyper intéressants et passionnants sur cette question. Par exemple, c'est tout bête, mais je sais que je le cite tout le temps, mais à la fin du Dracula de Coppola, par exemple, pour moi c'est clairement un film religieux. Et en même temps, il est passionnant dans sa manière de parler de religion. Et là, on assène les choses de manière absolue et de manière, systématiquement positive, sans se poser vraiment du tout la question en fait de ce que ça délivre comme message. Et ça devient dérangeant. Et surtout dans cette manière de légitimer à un point qu'on peut même pas imaginer le couple Warren qui pose problème. Faire ce qu'ils en font avec des personnages totalement fictionnels, ce serait déjà mauvais et curieux, mais bon, admettons. Mais là, en plus, avec une personne qui a réellement existé, c'est quand même... c'est chaud, quoi. Surtout une personne qui, effectivement, a notoirement excroqué beaucoup de gens, enfin... Oui, et puis j'ai l'impression que sur la fin, ils essayent carrément de mettre sous le tapis. C'est même plus une question de est-ce qu'on va réfléchir à comment mettre en scène le fait que c'est un peu des charlatans, ils racontent des histoires. Enfin, c'était ça qui intéresse James Wan finalement, c'est le fait que ce soit des gens qui racontent des histoires. Ouais. Mais là maintenant on est passé carrément de comment on fait pour mettre sous le tapis les petits problèmes qu'il y a avec ça, notamment avec le 3, qui est une des raisons pour lesquelles ils changent complètement de braquet au milieu du film, c'est parce que le procès ils l'ont pas gagné. Ouais. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est... Et non, il faut vraiment en faire ces genres de super-héros de bénitier là, c'est assez dingue. Et finalement, c'est un peu ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer. J'ai l'impression que finalement, de toutes les grosses franchises qui ont essayé de copier la formule Marvel, c'est la seule qui a un peu réussi. Ça continue à fonctionner, ils ont réussi à créer des véritables figures héroïques quasi divines et sur pas grand-chose. Et ils ont réussi à trouver une formule qu'ils arrivent à répéter de film en film, tout en continuant à masser les billets verts. Alors je crois que le 3 Conjuring c'était un peu décevant, mais bon là, le bon démarrage de la note 2 prouve qu'il y a encore des gens pour aller les voir. Donc finalement, réussite pour eux. Ouais. Mais pour le reste... Bon voilà, globalement c'était ce qu'on avait à dire sur le terrible l'Anon 2 et sur la saga Conjuring en général. Donc vous l'aurez compris que Mathieu et moi on est plutôt clients, donc on n'a vraiment pas de raison d'être de mauvaise foi, sans mauvais jeu de mots sur la question. Mais voilà, c'était terrible. Dites-nous en commentaire si vous pensez la même chose et si vous allez aller voir le film au cinéma. Et n'hésitez pas à regarder notre podcast, à écouter notre podcast. À regarder notre podcast. Vous pouvez le regarder aussi, mais ça va être un peu chiant. Podcast, bientôt on devrait parler aussi de Conjuring. Absolument. Mais de façon... plus grosse parce que là si on continue à parler notre monteur va nous assassiner. Donc bientôt en podcast en tout cas. Voilà c'est ça. Salut.